Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de chronique et de reportage. On est ensemble pendant 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Voici le sommaire de ce 28 mai avec cette question: jusqu'où montera Jordan Bardella? Le président du Rassemblement national domine la campagne des européennes face à une Valérie Ayé en difficulté. Et pourquoi par conséquent, débattre avec le président de la République, Marine Le Pen? Parce que c'est vous qui êtes candidate, madame. Voyez-vous, vous êtes tête de liste de la majorité. On a compris que vous êtes. C'est un débat important. Madame, Marine Le Pen, je pense qu'elle pourrait tout à fait affronter le président de la République. La question que vous devriez vous poser, laissez-moi répondre. La question que vous devriez vous poser sur votre respect, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre tous les moyens de l'État pour aller vous sauver dans cette campagne électorale? On analysera la structure de l'électorat Bardella et puis on réagira au coup d'éclat de cette journée. Côté LFI, les Insoumis ont brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, provoquant tollé et interruption de séance. Et puis dans la seconde partie de notre émission, direction les États-Unis pour suivre les dernières heures du procès de Donald Trump à New York. Il est accusé d'avoir dissimulé des paiements pour obtenir le silence d'une actrice porno lors de sa campagne victorieuse de 2016. Quel impact le verdict pourrait-il avoir sur le vote le 5 novembre prochain? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc l'actu politique française et les enseignements du baromètre Odoxa. Mascaret pour Public Sénat et les titres de la presse quotidienne régionale. Le débat Attal-Bardella n'a pas permis au camp présidentiel d'enrayer la chute. Samia Dechir. Le Rassemblement national surfe sur une vague qui semble le porter de plus en plus haut. D'après notre dernier sondage, Jordan Bardella grimpe à 34% des intentions de vote aux élections européennes du 9 juin prochain. Sa progression de 2 points en un mois creuse encore l'écart avec la candidate macroniste qu'il devance de près de 20 points. Ce qui est le plus important pour Jordan Bardella, c'est pas tant le score, c'est pas tant qu'il soit à 35 ou à 40%, c'est la diversification de l'électorat. Si les sondages s'avèrent, on a aujourd'hui des retraités, des CSP+, qui voteraient pour le Rassemblement national. Ça, c'est assez nouveau. Ça veut dire que la composition de l'électorat RN aujourd'hui est à peu près complète. Et ça, en effet, ça crédibilise très fortement le parti dans une perspective d'arriver au pouvoir. Alors que Valérie Ayé ne cesse de perdre du terrain, Raphaël Glucksmann continue de progresser. Moins de 2 points le séparent désormais de la candidate du pouvoir. Il distance largement la droite et les Insoumis, tous deux à 7%, tandis que les écologistes, avec 6% des intentions de vote, se rapprochent dangereusement du seuil de 5%, en dessous duquel il n'aurait plus aucun élu au Parlement européen. Le manque de dynamisme de la liste Toussaint aujourd'hui fait que c'est un électorat qui nourrit beaucoup, notamment Raphaël Glucksmann. Et donc, on a un espace politique de centre-gauche sur lequel Raphaël Glucksmann capitalise aujourd'hui et qui crée un effet de vote utile, parce que pour une partie de cet électorat, avec une forte identité politique, si jamais la gauche peut demain dépasser la majorité, peut demain dépasser Valérie Ayé, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque chose, un attribut symbolique à aller chercher. Voici ce que donnerait la répartition des sièges d'eurodéputés français à partir des résultats de ce sondage. 34 eurodéputés d'extrême droite contre une quinzaine pour Renaissance et ses alliés. Une projection à prendre avec prudence, car le camp macroniste peut encore bénéficier d'une mobilisation de son électorat dans la dernière ligne droite avant l'élection, comme ce fut le cas en 2009. Jusqu'où peut monter Jordan Bardella? On en débat avec Bruno Cotrez, bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Céline Braque, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directrice générale d'Odoxa, notre partenaire avec ce baromètre qu'on découvre ensemble tous les mois. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Fondateur, directeur d'Atlantico. On est également en duplex avec Yves Sancy, senior partner chez Mascaret, qui analyse dans le cadre de ce baromètre les réactions sur les réseaux sociaux. Bonsoir à vous. Et Asdine Ahmed Chaouch, bienvenue Asdine, éditorialiste politique. Avant de détailler ensemble les résultats de notre baromètre du mois de mai, qui place, je le rappelle, le leader du RN à 34% d'intention de vote aux européennes, l'actu, c'est ce coup d'éclat des députés LFI à l'Assemblée nationale cet après-midi, lors d'un échange entre le ministre Franck Riester et la députée insoumise Alma Dufour. Ils ont brandi le drapeau palestinien en plein hémicycle. Regardez.
vous ne pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Vous ne pouvez pas faire abstraction des otages qui sont encore détenus par le Hamas et qui sont morts du fait de l'action du Hamas, comme notre otage français Orion Hernandez Radou, qui est décédé des mains du Hamas. Et vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, madame, la France... Et le député LFI Sébastien Delogu, qui a brandi ce drapeau palestinien, a donc été exclu pendant 15 jours de l'Assemblée nationale. Il s'y attendait. Bruno Cotresse, comment vous l'analysez? On peut dire politique spectacle, on peut dire question légitime autour de la reconnaissance d'un État palestinien, fébrilité à moins de 2 semaines du scrutin? Un peu tout ça à la fois. C'est vrai que cette question ne cesse au fond, de créer beaucoup de tensions dans la vie politique française. La France insoumise à l'Assemblée nationale, depuis les élections de 2017 déjà et 2022 encore plus, c'est vrai qu'a une stratégie de communication qui est souvent de viser des symboles très forts. Il y a eu différentes occasions où des députés de la France insoumise avaient voulu manifester leurs convictions avec une forme de communication un peu hétérodoxe, on va dire les choses comme ça, c'est-à-dire pas complètement dans les clous. La preuve, ils se font rappeler par la présidente de l'Assemblée nationale. Et ça marche, on décide d'ouvrir ce débat avec cette séquence. Ça s'adresse très clairement à la fois l'ensemble de la population, où leur position est assez connue maintenant, mais aussi beaucoup aux partie de l'électorat, au segment de l'électorat que la France insoumise capte, ou en tout cas essaie de capter pour ces élections européennes. Donc il y a une dimension, on pourrait dire, de politique spectacle, mais en même temps il y a une dimension de conviction. La France insoumise, de ce point de vue-là, est assez cohérente par rapport aux positions qu'elle défend sur la question de la Palestine, notamment. Donc ils sont assez raccords, je dirais, avec leurs convictions. Même si ça fait du spectacle. Lorsqu'on avait organisé le premier débat de cette campagne des européennes, c'était mi-mars, pour la minute de conclusion, Manon Aubry avait choisi de ne parler que de la situation à Gaza. Est-ce que ça pèse, ça fonctionne, ça tire la liste Manon Aubry vers le haut? Est-ce que ça marche auprès de leur électorat? En tout cas, on parle surtout d'une politique sur un petit peu plus long terme, pourquoi pas aussi acquérir un électorat en vue de la présidentielle. Parce que si vous voulez, ça ne veut pas du tout dire que les Français ne sont pas sensibles à la cause palestinienne. Vraiment pas. C'est-à-dire que les Français le sont sensibles à la cause palestinienne. Et donc, protéger les Palestiniens, pouvoir faire en sorte que la France puisse intervenir pour la cause palestinienne, c'est quelque chose qui, dans le corps électoral français, représente une vraie préoccupation. Maintenant, le fait d'importer le conflit dans nos institutions, ça c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout. Et donc pour le moment, c'est aussi pour ça que ça n'est pas crédité à la France insoumise. C'est que pour le moment, c'est vraiment vu comme de la politique spectacle, quelque chose on s'agite beaucoup et les Français n'aiment pas trop ce type de politique. D'ailleurs, ça a continué lors de l'interruption de séance, Jean-Sébastien Ferjou, avec des insultes entre deux députés, le LFI David Guiraud et le député LR Meyer Habib. Piètre image de la politique. Comment vous analysez cette séquence? C'est un coup qui réussit, ça peut finalement infuser dans l'opinion, et peut-être infuser d'ailleurs négativement dans une partie de l'opinion sur ce que représente l'Assemblée nationale aujourd'hui? Mais moi, je ne sais pas quelle est la part de conviction, elle existe certainement, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de cynisme et qu'on n'est plus dans l'importation du conflit, on est dans la structuration, une tentative de structuration du champ politique français sur des bases identitaires et communautaristes. C'est ça la carte que joue la France insoumise. Parce que la réalité, c'est que la situation à Gaza, certainement, les préoccupe, mais ce qu'ils veulent, ils ne se préoccupent pas du sort des musulmans dans d'autres pays, ils ne se préoccupent pas du sort des Ouïghours en Chine, ils ne se préoccupent pas du génocide qui, semble-t-il, est
est en train de reprendre au Soudan avec les Nations Unies qui alertent sur le fait qu'il pourrait y avoir entre 500 000 et 1 million de morts dans les mois qui viennent. Ça, ils ne s'en préoccupent pas, ils se préoccupent de ce conflit-là parce qu'il est devenu finalement l'écran sur lequel se projettent les fractures de la société française. On voit bien que l'électorat, et vous le disiez, qu'il cherche à conquérir, c'est l'électorat musulman. Mais c'est épouvantable parce que c'est d'ailleurs une caricature de exactement, parce que c'est essentialiser les musulmans, comme si une origine ou une confession menait mécaniquement les gens à avoir une opinion politique. On peut évidemment se préoccuper du destin des Palestiniens. Les images qu'on a vues ces derniers jours étaient épouvantables, sans pour autant retenir la même vision du conflit que celle que vend la France insoumise, qui jamais ne considère que le Hamas a des responsabilités. Et donc ça, je pense que à la fois ça marche au sens où oui, ils parviennent à tirer le débat, et on le voit bien, et vous évoquiez l'échange avec Meir Habib. Finalement, bah oui, c'est tragique. Il y a des lignes de fracture communautaires qui sont en train de s'installer en France. Je pense malgré tout qu'une majorité de Français ne souhaitent pas ça, parce que la France n'est pas un pays identitaire. Ça ne correspond pas à notre histoire politique. Oui, la France insoumise qui cible aussi la tête de liste du Parti socialiste aux européennes. C'était le cas ce lundi soir lors du débat sur BFM TV. Et ça commence d'ailleurs à lasser Raphaël Glucksmann. Là, vous ne luttez pas contre l'extrême droite, vous faites de moi votre cible principale. C'est le cas depuis 6 mois. Vous avez l'extrême droite à 40%, Manon Aubry. Allez, concentrez-vous sur l'extrême droite. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois. Je dis Raphaël Glucksmann, que justement, on a besoin de cette clarté. C'est ça le problème, c'est 40% de l'extrême droite. Et je me tourne une première fois vers Yves Sancy. Ces attaques contre Raphaël Glucksmann, vous les repérez aussi sur les réseaux sociaux ? Oui, on les a repérés très très nettement avant le débat d'hier soir d'ailleurs. C'est marrant, comme s'il en avait été une expression, mais on avait remarqué que la dynamique Glucksmann, qui ne cesse de se développer depuis le début de cette campagne, depuis une semaine ou deux, a été un peu enrayée par des attaques, c'est-à-dire qu'il a à peu près 49% de sentiments négatifs, c'est très au-dessus de ses adversaires. Et quand on cherche pourquoi, c'est qu'il est à la fois victime d'attaques de l'extrême droite, mais aussi de sa gauche et des militants de gauche dont l'expression finalement de leur leader a été très évidente hier soir. Mais on sent que ce sont une irritation qui provoque des attaques organisées sur les réseaux sociaux. Oui, donc vous nous parlez de stratégie. Allez, on tire les leçons, d'autres leçons. Il y en a beaucoup d'enseignements dans ce baromètre d'Oxa Mascaré pour Public Sénat et les titres de la presse quotidienne régionale. Et là, on va se concentrer sur un autre débat. On a vu dans les titres et ici deux extraits du débat à 8 de nos confrères de BFM hier soir. Ce débat Attal-Bardella qui avait été organisé sur France 2, on peut dire qu'il n'a pas profité au camp présidentiel, au contraire. Oui, d'ailleurs, on avait réalisé au Doxa pour le Figaro un post-test de ce débat et le sentiment des Français allait à rebours des commentaires, la plupart des commentaires qu'on entendait, c'est-à-dire qu'ils considéraient, eux, les Français, dans une courte majorité, c'était 51% contre 46%, que c'était Jordan Bardella qui avait été plus convaincant sur les différents sujets que Gabriel Attal. Et c'est vrai que dans notre baromètre politique, ça se confirme. Donc là, sur les intentions de vote, alors, en intention de vote aux européennes, on rappelle que c'est une figure à l'instant T, ça ne nous dit pas ce que les Français voteront le 9 juin. Voilà, on enregistre là un score jamais enregistré depuis qu'on réalise ces intentions de vote de 34% pour Jordan Bardella, donc il progresse de 2 points par rapport au mois précédent. Et alors que la liste de Valérie Ayé, que le Premier ministre était quand même censé aider au moins à arrêter sa décroissance, pour l'instant, elle a tendance à encore perdre un petit peu de terrain puisque Valérie Ayé est à 15%. Donc c'est vraiment comme s'il y avait un écart qui se resserre avec Raphaël Glucksmann. Une première division dominée par Jordan Bardella et puis une seconde division, vous avez raison, avec Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann à 13,5% qui gagne encore un petit peu de terrain à 1,5 points par rapport au mois dernier. Oui, allez-y, Jean-Sébastien. Mais sur le débat, moi j'en ai une lecture un peu différente. Quand vous avez un tel écart dans les intentions de vote
vote entre Jordan Bardella et la liste de la majorité présidentielle, le fait qu'il y ait, sur un échantillon, il faut bien le reconnaître, assez faible, il y avait, je crois, 100 personnes qui avaient regardé totalement le débat. C'est pas cet échantillon-là, pardon, parce que j'ai entendu ça à de multiples reprises. Oui. On interroge les Français qui sont exposés au débat, pas uniquement les 3,5 millions de personnes qui ont regardé le débat, ceux qui l'ont regardé, ceux qui ont écouté des commentaires, ceux qui ont ensuite regardé des extraits, c'est 40% de la population, donc on n'est pas sur 100 Français. Mais ceux qui l'avaient regardé en entier, mais malgré tout, il y a peu d'écart. Enfin, 51%, on voit bien que c'est finalement, comparé à l'écart dans les intentions de vote, c'est une performance en quelque sorte en demi-teinte pour Jordan Bardella. Mais après, je pense que Jordan Bardella, de toute façon, bénéficie de quelque chose d'extrêmement puissant, qui est tout simplement le fait que les Français aient envie de dire, dans les sondages, comme probablement dans les urnes, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'ils sachent aussi utiliser les sondages pour envoyer des messages entre des élections. Je ne sais pas si le résultat sera exactement celui qu'on nous promet là, ou s'ils ne sont pas en train parfois de dire, parce qu'ils savent que ça produit une réalité politique, de dire qu'on veut voter pour le Rassemblement national. Une maturité politique des Français qui répondent aux sondeurs, c'est ce que vous nous dites. Oui, mais il y a une forme de... Oui, bien sûr, ça produit une réalité. Quand vous dites dans un sondage « je pourrais voter pour Marine Le Pen dans un deuxième tour d'élection présidentielle », ça ne veut pas nécessairement dire que vous le feriez, mais vous savez que ça va produire une réalité politique. Et je pense que nous sommes dans une configuration qui ressemble un peu à quelque chose de cet ordre-là. C'est juste le côté... Ça ne peut pas durer. Oui. Bruno Cotresse, le décalage quand même qui est flagrant entre ce que nous, on peut le dire, journalistes, politologues, dans l'analyse du soir même ou du lendemain matin, après ce débat, on était majoritairement en train de dire c'est le Premier ministre qui l'a emporté, Jordan Bardella, en difficulté sur un certain nombre de thèmes, et puis une opinion... Ce qui n'est pas incompatible. Non, mais justement... Vouloir voter pour quelqu'un... Je veux bien qu'on explique ça avec vous, ce décalage entre les observateurs et le ressenti des Français. D'abord, il faut rappeler que ceux qui regardent un débat, c'est un public assez particulier. Oui. Il y a à la fois des gens intéressés globalement par la politique et beaucoup de convaincus des deux camps, de toute façon. Par ailleurs, il ne faut jamais oublier que la manière dont on le regarde, elle a effectivement un certain nombre de biais. On est sensible à un courant politique, on est surinformé politiquement. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est effectivement ces enquêtes d'opinion qui, effectivement, ne s'adressent pas seulement à ceux qui ont regardé, mais à ceux qui en ont entendu parler. Et c'est parce mais c'est là qu'on pourrait se dire l'effet de résonance du monde médiatique n'a pas eu d'impact. Et c'est vrai que quand on re-regarde ce débat, on comprend qu'il y ait pratiquement match nul, ou léger avantage Bardella, quasiment match nul, on va dire, puisque d'une certaine manière, le Premier ministre et le leader du Rassemblement national sont conformes à leurs deux personnages dans le débat. Le Premier ministre incarne effectivement la Macronie, d'une certaine manière, c'est-à-dire il renvoie sans arrêt son adversaire politique à l'idée qu'il ne maîtrise pas bien les dossiers, donc il veut rejouer le match Macron-Le Pen de 2017. Et Jordan Bardella, au contraire, est dans une autre posture qui est celle de l'affirmation de quelqu'un de jeune qui dit « Mais moi, c'était pas mon histoire, je n'étais pas là en 2019, je soutenais pas les mêmes positions que Marine Le Pen, par exemple, sur la question du Frexit ou de la zone euro pour la France. » Donc ils sont chacun dans le rôle que le public qui les soutient attend d'eux. Et le public, aujourd'hui, il est beaucoup plus Bardella que Attal. L'enquête de Doxa le montre très bien également. Et justement, est-ce que ce qui n'est pas le plus intéressant, c'est, je dirais, le débat, sur le débat qui a alimenté quand même des semaines avant même le débat, on a le sentiment qu'il y a un rapport de force inversé, c'est-à-dire qu'avant, la majorité, le président esquivait un peu l'extrême droite. Aujourd'hui, dans l'opinion, on a le sentiment qu'il supplie pour pouvoir débattre avec Jordan Bardella. On a le sentiment que c'est ça qui, avant même de regarder le débat, c'est gagné. Mais de cette manière-là, il rend service aussi à Jordan Bardella, parce que c'était finalement un enjeu remporté par Jordan Bardella, c'est qu'il s'est hissé à la hauteur du Premier ministre de la France. Avant même que le débat ait commencé, il avait déjà gagné d'une certaine façon. Exactement. Et si vous voulez, les gens ne regardent pas en effet les détails et ne sont pas comme des analyses politiques à décrypter sur telle et telle position technique, celui-ci il est devant celui-là, etc. Mais ne serait-ce que voir ces deux hommes au même niveau, et que Jordan Bardella, qui est candidat, est face non pas à la candidate de Renaissance, mais au Premier ministre, déjà, ça lui fait gagner des points. Après, quand on regarde d'autres enquêtes d'opinion et qu'on pose la question aux gens, croyez-vous que X ou X peut changer les choses ? Là, on a aussi un regard différent, parce que c'est toujours en relatif.
quand vous regardez un duel, c'est en relatif, vous en préférez un, ou en tout cas vous considérez qu'il n'est pas suffisamment mauvais pour ne pas souhaiter voter pour lui. Quand on regarde, est-ce que les Français pensent que le Rassemblement national changerait radicalement les choses? Non, il n'y a pas une majorité de Français qui pensent que le Rassemblement national ferait beaucoup mieux. En tout cas, si on le regarde, c'est le cas sur certains domaines plus spécifiques, comme l'immigration par exemple, c'est loin d'être le cas sur la totalité. Et donc on est en quelque sorte dans un clivage politique qui est vraiment le degré zéro de la politique. C'est d'un côté ceux qui disent ça peut pas durer, de l'autre côté ceux qui disent attention à pas choisir pire, finalement, à pas choisir pire que nous. Mais c'est quand même très très faible, et je pense qu'une grande majorité de Français se sentent orphelins en réalité de représentation politique. Et regardez, le fameux soir du débat, il s'est passé autre chose. Il y a eu cette espèce de clash qu'a généré François-Xavier Bellamy dans la partie qui suivait en disant mais pourquoi invitez-vous ces deux-là? Ça ne représente pas les rapports de force au Parlement européen. Et même si on regarde les enquêtes d'opinion, finalement, il aurait à minima fallu inviter Raphaël Glucksmann. Ça a été vu plus de 5 millions de fois. On est peut-être arrivé à 6 millions de fois depuis. Ça ne veut pas dire que les gens vont se précipiter dans les urnes pour voter François-Xavier Bellamy. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le constat qu'il fait. Ce clivage-là ne nous représente pas. Bruno, un mot là-dessus. Ensuite, je vais interroger Yves Sancy sur la réaction des réseaux sociaux. Oui, effectivement, je pense que ça, c'est un point qui est très important. Il y a aussi peut-être une forme de lassitude aussi de l'électorat, de voir un petit peu cette volonté de répliquer à l'infini ce débat Macron-Le Pen. Et c'est peut-être aussi un aspect qui a peut-être joué un tour au Premier ministre, qui lui s'est clairement inscrit dans cette filiation, quitte à peut-être un peu moins, quitte à peut-être un peu moins affirmé qu'il est lui sur les questions européennes par rapport au chef de l'État. Alors ça, c'est un peu le thème de l'éditorial d'Asdine. On y vient dans une minute. Ne spoilez pas trop. Ne spoilez pas. Voilà, c'était pas gâché. On y vient dans une minute, mais d'abord Yves Sancy comme promis. Comment les Français réagissent sur les réseaux sociaux avant, pendant ce débat ou peut-être juste après? Qu'est-ce que ça a donné? Oui, globalement, on va repérer les mentions et les engagements. On retient deux choses, c'est que on a un phénomène de confrontation de personnalités, c'est-à-dire qu'on a parlé, nous, du phénomène de Bardella. Il arrive sur le plateau, sur le débat, avec 1 million de mentions. Il n'y a que le président de la République qui le dépasse. Donc ça veut dire que c'est une personnalité qui existe très très fortement sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que Attal, que le Premier ministre. Le deuxième point, c'est que dans les réactions, si on prend les commentaires les plus partagés et même les posts les plus partagés, il y en a à peu près 7 sur 10 qui sont constitués de railleries, de moqueries, etc. Donc il faut temporiser, c'est-à-dire qu'on a d'abord le phénomène de starisation, de vedettariat, pour être un peu plus modeste. C'est Bardella qui sort gagnant, à l'évidence, et ensuite sur les avis qui sont donnés, on a quand même très majoritairement une forme de rejet ou de lassitude quand même qui s'exprime sur ce type de débat. Merci beaucoup Yves Sancy. Comme promis Asdine, on s'intéresse plus précisément à la stratégie du président de la République Emmanuel Macron qui veut s'affirmer comme ultime rempart contre l'extrême droite. Jadis, à l'heure des vinyles et des WC, on aurait évoqué un vieux disque rayé. Aujourd'hui, on parlerait plus d'une playlist en fait en boucle, car ce vieux refrain, Emmanuel Macron le rechante à quelques nuances près depuis 2017. Le bémol, ça commence à ressembler à une musique de fond qu'on n'écoute plus trop. Alors on va quand même tendre l'oreille. Hier, sur scène à Dresde, en Allemagne, Emmanuel Macron. Cette tendance n'est pas une tendance, c'est une réalité en Hongrie. Cela a été une réalité jusqu'à l'élection formidable en Pologne. Et partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Bon, cette stratégie du voter pour moi, sinon le pire vous attend, elle a fonctionné, mais elle semble aujourd'hui atteindre quelques limites. 1, le coup du vote utile, ça peut marcher 1 fois, 2 fois, mais 3 fois, c'est pas sûr que ça fonctionne pour des Français qui ne sont pas de convaincus macronistes. 2, des prises de position très droitières sur les valeurs et le régalien poussent certains de ces électeurs les plus à gauche à estimer qu'Emmanuel Macron court après l'extrême droite et qu'après tout, si c'est pour voter pour un rempart qui reprend les idées d'extrême droite, à quoi bon? Et enfin 3, avoir comme argument de campagne « je suis plus respectable et moins dangereux que l'extrême droite », ça démontre surtout que sur le fond, les réformes, l'économie, le social, la sécurité, l'immigration, ils n'arrivent plus à convaincre les Français. Et certains accusent le président d'avoir favorisé la montée de l'extrême droite. Je vais être transparent, j'en fais un peu partie. Alors il n'a pas été seul, chacun des anciens présidents a en quelque sorte a apporté sa contribution et la stratégie médiatique de Marine Le Pen et Jordan Bardella s'est avérée très efficace. Mais Emmanuel Macron a accéléré, disons, la dédiabolisation du Rassemblement national. Même s'il s'en défend, il a réussi à instaurer un duo
duel avec la candidate qu'il estimait la moins dangereuse pour lui, Marine Le Pen, en pulvérisant le PS, en siphonnant les Républicains. Il a fait passer l'extrême droite d'entité contestataire à opposant durable, maintenant probable vainqueur triomphant pour ces européennes et peut-être quasi favori pour la prochaine présidentielle. Pour comprendre, faisons un peu l'historique des actions d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui ont contribué à normaliser et banaliser l'extrême droite depuis 2017. Une photo de lui hilar avec Philippe de Villiers en 2018. Une longue interview accordée à l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles. Un coup de fil en 2020 à Éric Zemmour. Un Premier ministre, Gabriel Attal, qui estime que le RN fait partie de l'arc républicain. Et enfin, l'injection d'un concept lepéniste, la préférence nationale dans la loi immigration. C'est un beau palmarès quand même. Emmanuel Macron, en 2022, avait jugé que ce vote utile contre Marine Le Pen l'obligeait. Pas sûr qu'il ait réussi à tenir cette promesse. Lui qui rêvait d'entrer dans l'histoire pour y arriver, mais dans un drôle de scénario, il serait le président qui déroulerait le tapis rouge à l'extrême droite, qui balayerait les dernières poussières de l'héritage lepéniste et ouvrirait la porte de l'Élysée sous les roulements de tambour de la garde républicaine. Et cette musique, on ne risque pas d'oublier cette fois-ci. Ouais, c'est un destin à la Barack Obama. On fait souvent la comparaison. Élu, réélu et qui doit passer le pouvoir à Donald Trump. Il y a aussi ça peut aller dans la stratégie, cette idée, cette proposition. Moi, hier, je disais saugrenu d'un débat Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Jean-Sébastien Ferjou, comment vous avez réagi en entendant ça ? Genre, j'ai même pas envie d'en parler, c'est ça ? Non, mais si, mais c'est un peu lassant, effectivement, parce que c'est surtout l'appauvrissement absolu, ce que je vous disais tout à l'heure, du clivage politique. Et je pense que s'il y a une responsabilité politique d'Emmanuel Macron, elle n'est pas là, vous la dites. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous portez vous-même une part de responsabilité. Dire, par exemple, la préférence nationale, enfin le RSA ou le RMI, quand il a été voté, il y avait des conditions de résidence sur les territoires français. Il a consacré, donc, ça nourrit le débat. Il y a des tas de critères d'aide sociale qui sont attribués selon des conditions de résidence sur le territoire français. Donc avoir voulu à tout prix faire de la loi immigration du mois de décembre dernier une loi qui reprenait finalement les idées du Rassemblement national, c'est probablement la gauche qui rend un service au Rassemblement national en donnant l'impression que c'est la seule chose qui pourrait être faite, c'est d'aller dans leur direction. Ce qui est faux, puisque des tas d'autres gens l'ont fait dans d'autres pays sans que ça ait été des gouvernements d'extrême droite qui l'aient fait, sans même qu'en France ça ait toujours été. Mais sur le clivage d'Emmanuel Macron, c'est pas neutre, parce qu'en fait il est attaqué par tous les bouts, ce fameux la destruction du clivage gauche-droite, en réalité, a produit ce champ politique qui est un champ de ruine. Alors Emmanuel Macron n'est pas responsable de ce qu'étaient le PS ou de ce qu'étaient les Républicains. Enfin, on pourrait penser qu'il est un peu du PS, il y était malgré tout. Il était secrétaire général de l'Élysée ou ministre de François Hollande. Mais globalement, ça lui précédait Emmanuel Macron, mais il est responsable de n'avoir rien reconstruit depuis. C'est-à-dire ce grand Paris centriste qui était son œuvre avec François Bayrou, il n'y a aucune consistance. Et on le voit dans le baromètre Odoxa, finalement, ce qui était une espèce de force quand les autres étaient très très faibles et étaient à terre, en disant je suis ni de droite ni de gauche, donc je récupère ceux qui veulent pas voter extrême. Mais ça marche maintenant dans l'autre sens. C'est-à-dire, les gens de droite sont pas contents, les gens de gauche sont pas contents, et rien n'a été construit. Merci Jean-Sébastien. Mais si on regarde quand même, alors c'est la popularité d'Emmanuel Macron, c'est encore autre chose. Céline Braque, mais à la question, est-il un bon président de la République ? Il y a encore 33% des personnes interrogées qui disent vous voyez le verre tiers vide. Mais oui, c'est vrai. Bon. Ça reste donc ça veut dire que le socle macroniste n'est pas totalement mort, quoi, ou n'a pas totalement disparu. Oui, mais alors, encore faut-il... Ce socle centriste... Voilà, alors ça va être 33% des gens qui vont nous dire oui à la question. Vous voyez, les gens répondent à la question. Est-il un bon président de la République ? Oui, 33%. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut pouvoir concrétiser ça. Et là, on a une élection. Des élections européennes, dans lesquelles, pour le moment, Gabriel Attal s'est beaucoup impliqué. Le président de la République envisagerait de s'impliquer encore un peu plus. Sauf qu'ils perdent la moitié de ses voix en intention de vote. On verra ce que ça donne vraiment le jour du vote. Mais ils perdent la moitié. Parce que ces gens qui ont quand même plutôt une bonne opinion du président de la République, en réalité, ce n'est pas lui qu'ils préfèrent. Ce sont des gens qui, pour beaucoup, se sentent de gauche, et lorsqu'ils trouvent un candidat dans lequel ils vont à qui ils vont trouver vraiment des vraies qualités, un discours qui leur plaît, Raphaël Glucksmann, ils vont aller le retrouver. Et donc c'est le problème de ce qu'il peut faire de ces 33%. Et quand même, ce serait bien pour lui qu'il puisse élargir ce socle, peut-être à l'image de son Premier ministre, qui lui est à 44% de jugement positif. Et à partir de 4 Français sur 10 qui commencent à vous apprécier, vous pouvez en faire quelque chose et vous pouvez faire aussi avaliser des réformes. Le président de la République, aujourd'hui, il est quand même repoussé par les 2 tiers des gens, et c'est quand même un vrai problème. Bruno Cotresse, on le dit à chaque fois qu'on fait un débat
débat politique et qu'on s'appuie sur des sondages, je l'ai déjà dit une fois, je le répète, attention, c'est une photographie à l'instant T. Il reste un peu moins de 2 semaines de campagne. Est-ce qu'il peut y avoir une mobilisation de dernière minute d'une partie de l'électorat macronistes qui sont là dans ces 33% dont on parlait, je vous vois un peu dubitatif. Oui, compte tenu de l'abstention qui est prévue, autour de la moitié. Un peu comme en 2019. Comme la dernière fois. Oui. Voilà. À partir de là, c'est sûr qu'il y a un réservoir d'électeurs qui n'ont pas été captés encore par les différents candidats. Donc il y a effectivement toujours la possibilité de mobilisation. Par contre, quand on regarde d'autres données que la seule intention de vote, notamment la certitude du choix, on voit que les choses commencent quand même à être pas mal figées, en tout cas pour les principaux candidats. Chez Jordan Bardella, la certitude de choix est très élevée. Elle est pratiquement de l'ordre de 85 à 90%. C'est celui qui a la certitude de choix la plus importante. Chez les 2 autres candidats importants, Valérie Hayé et Raphaël Glucksmann, il y a encore de la marge de manœuvre. Ça, c'est sûr. Il y a un peu moins de certitude de vote. Mais pour le moment, on ne voit pas très bien, compte tenu de l'écart considérable dans les intentions de vote chez tous les sondeurs et depuis très longtemps. Parce que l'avance de Jordan Bardella ne date pas des dernières semaines. Les enquêtes d'opinion qui étaient réalisées déjà il y a 1 an, quand on disait on peut pas dire quoi que ce soit à 1 an d'une élection, donnaient déjà une avance considérable au Rassemblement national. Pas aussi forte, mais considérable. La crainte du Rassemblement national, peut-être donc la démobilisation de son donc il y a quelque chose. À force d'entendre tous les jours, c'est gagné. Donc il y a quelque chose qui est à la fois très structurel et par ailleurs on vient d'en parler. Du côté du camp présidentiel, on a quand même le sentiment qu'on a beaucoup de mal à réactiver, à ressourcer au fond l'image de l'exécutif et son image de grand réformateur, qui est quand même avant tout le principal capital d'image d'Emmanuel Macron, le grand réformateur. Mais l'absence de corpus idéologique de qu'est-ce que c'est que le macronisme fondamentalement ne permet pas à la majorité présidentielle de traverser facilement des périodes il y a aussi un peu d'usure du pouvoir. Emmanuel Macron, il est quand même là depuis maintenant 7 ans. On entame la 8e année de mandat. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que la possibilité de ressourcer, de remobiliser, de régénérer le mythe fondateur du macronisme réformateur est devenue aujourd'hui, je pense, beaucoup plus difficile. Y compris sur les sujets européens, on l'a vu dans le voyage en Allemagne. Juste un exemple. Juste un exemple. Emmanuel Macron dit qu'il y a l'extrême droite et le vent mauvais de l'extrême droite. Moi, ce que je constate, c'est que Donald Tusk, qui est son grand allié, le Premier ministre polonais, a dit aux Polonais qu'il était hors de question d'appliquer le pacte asile et migration, que les Polonais ne paieraient rien, qu'ils n'accepteraient aucun migrant. Donc on voit bien que de toute façon, dire il y a les pro-européens, les anti-européens, c'est faux. Il y a différentes manières d'être en faveur de l'Europe, comme il y a différentes manières d'être eurosceptique. Alors on va s'intéresser maintenant au vote de la jeunesse avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin, bienvenue sur le plateau de Sens Public. Merci. Alors on l'a dit, le scrutin européen, il est traditionnellement marqué par une abstention très forte. Elle est encore plus marquée chez les jeunes ? Oui, voilà. Si on prend l'ensemble des Français, c'est moins d'un électeur sur 2 qui est sûr d'aller voter le 9 juin prochain. C'est 47% selon l'IFOP. Le chiffre est encore plus faible sur la tranche 18-25 ans avec une participation autour de 30%, toujours selon l'IFOP. C'est une constante que rappelle un chercheur interrogé sur publicsénat.fr. Plus la participation générale à un scrutin est faible, plus l'écart de participation entre les plus jeunes et les 50-75 ans, qui sont traditionnellement ceux qui se mobilisent le plus, eh bien cet écart il est important. En clair, quand la participation est faible, le poids des électeurs plus âgés est ainsi démultiplié par rapport aux jeunes. Allez, des explications, Quentin, sur ce taux de participation si faible chez les jeunes. Mais c'est facile, c'est l'impression de distance du Parlement européen, le sentiment d'inutilité du vote qui reviennent en premier parmi les raisons de l'abstention. Autre explication qu'on a lue dans Le Monde, les jeunes sont mal inscrits sur les listes électorales du fait de leur mobilité. On estime que près de 7,7 millions de personnes ne sont pas inscrits dans le bureau de vote proche de leur lieu de résidence principale. Cela concerne près de 16,5% du corps électoral et 4 jeunes sur 10. Et les listes électorales, maintenant, elles sont figées, Thomas. C'est le cas 6 semaines avant le scrutin. Un jeune électeur qui se prendrait d'intérêt pour l'élection européenne aujourd'hui, il ne peut pas s'inscrire ou bouger son bureau de vote. Et vers qui se tourne ce vote des jeunes ?
Eh bien, en 2019, il y avait eu un taux de participation avec un pic à 50% grâce à une forte mobilisation des jeunes, surtout en faveur de la liste écologiste. Les thématiques de l'environnement avaient fait la une juste avant le scrutin. Cette année, le vote des jeunes se tourne d'abord vers la liste du Rassemblement national. 32% se tournent vers le RN, loin devant la liste de la France insoumise à 17%. Tous les autres partis sont sur la barre des 10% d'intention de vote chez les jeunes. L'étude de l'IFOP décrit un vote d'abord national avant d'être un vote sur les enjeux européens. Dernière info, Thomas, les jeunes s'informent toujours en premier via la télévision, c'est ce que j'ai lu aussi dans cette étude. Viennent ensuite TikTok, Instagram et les discussions de famille. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces explications. Céline Braque, je me tourne vers vous. Évidemment, peuvent-ils faire mentir les sondages ? Les jeunes. Cette jeune génération, on en a voté au dernier moment. La question, c'était... Moi, j'arrête pas de leur dire, attention, il n'y a qu'un tour, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un scrutin à 2 tours. Donc déjà, c'est le 9 juin et c'est pas plus tard. Comme ça, attention. oui, c'est pas côté professeur, ça. Oh, ils sont grands, mes enfants, ça y est. Alors, pardon, la question. Oui, alors, la question que j'avais envie de poser, c'était qui sont les jeunes quand on... Qui appelle-t-on les jeunes ? Parce qu'il y a différentes jeunesses. Et en l'occurrence, souvent, quand on entend les jeunes, on pense aux moins de 25 ans. Et ceux-là, ce ne sont pas ceux-là qui votent à bloc. Là, c'est les 18-25 ans dont on parle. Les jeunes, les moins de 25 ans, a priori, ne sont pas... C'est pas là que le Rassemblement national va puiser ses gros bataillons. En réalité, le public qui va voter le plus Rassemblement national, en ce moment dans les intentions de vote, ce sont les 50-64 ans. Et en dessous de ça, toutes les générations des jeunes actifs. Donc à partir de 25 ans, on se met à voter beaucoup Rassemblement national. Un peu moins en dessous, parce que les jeunes, les moins de 25 ans, appelons-les comme ça, en réalité, sont très intéressés par le pouvoir d'achat, sont très intéressés par l'inflation, c'est-à-dire ce sont des sujets qui comptent beaucoup pour eux et sur lesquels le Rassemblement national est jugé efficace, mais ils sont aussi à égalité intéressés par l'environnement, sujet sur lequel le Rassemblement national n'est pas spécialement crédité d'une force particulière. Et par ailleurs, ils sont moins intéressés par la sécurité et l'immigration. Donc ces jeunes-là, ils sont moins intéressés. Et maintenant, le sujet, c'est vont-ils se mobiliser plus que les autres ? À mon avis, non. Parce qu'on reste à peu près dans les mêmes étiages que la dernière fois, que lors de la dernière élection, et les jeunes ne s'étaient pas fortement mobilisés lors des dernières européennes. Est-ce que c'est caricaturé de dire qu'il y a un vote jeune, je dirais, périphérique, province, qui serait plus RN, et un vote, je dirais, jeunesse, université, Sciences Po, qui serait plus France Insoumise ou École? Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Notamment, quand on voit avec Gaza, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont manifesté. Est-ce que tout ça, ça pourrait jouer? Oui, alors là, vous êtes sur des micro-jeunesses quand on parle des jeunes, Sciences Po, etc. Enfin, Bruno en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais oui, c'est-à-dire que c'est à l'image, là, pour le coup, de la population française en général. C'est-à-dire qu'on a des votes différents entre Paris, Île-de-France et le reste de la France. C'est-à-dire qu'on va on va continuer à avoir des bastions Renaissance, vote éventuellement Raphaël Glucksmann en Île-de-France, dans les grandes villes, et dans le reste de la France, un vote qui va être plus Rassemblement national, clairement. Oui. Je voudrais qu'on s'intéresse, on reste sur le vote des jeunes, Bruno Cotresse, sur quand même pour l'instant, cette campagne catastrophique pour Europe Écologie Les Verts et pour Marie Toussaint. Là, on voit que c'est clairement une partie du vote des jeunes électeurs qui fait défaut à Marie Toussaint si on compare au vote d'il y a 5 ans. Est-ce qu'il peut, alors c'est un peu compliqué ma question, mais est-ce qu'il peut y avoir au dernier moment une sorte de vote utile qui s'inverse? Vous voyez ce que je veux dire? Où ils vont se dire, oh là, mais attention, ils vont pas passer le cut des 5%, les écologistes, donc envoyer aucun député au Parlement européen, symboliquement, c'est quand même très lourd. C'est une très belle question de recherche de sociologie électorale. On identifie, nous, 2 effets. Soit l'effet qui est de raccrocher son wagon, on dit, c'est-à-dire qu'au fond, on va vers le candidat qui a le meilleur score d'intention de vote, ou au contraire, il y a l'autre effet qui consiste à aller porter secours à un candidat en difficulté, en disant, bon, bah, quand même, il faut faire quelque chose. Et donc, c'est vrai que Marie Toussaint, de ce point de vue-là, elle est un peu à la croisée des chemins, parce que si Raphaël Glucksmann doit trouver une dynamique de dernière minute pour passer devant Valérie Hayé, c'est sans aucun doute en continuant à essayer de siphonner des voix de l'écologie. Mais effectivement, un discours alarmiste. Je pense à Lionel Jospin avant 2002. Est-ce qu'il faut qu'ils disent, mais attention, on va pas passer, vous voyez ce que je veux dire, on va pas passer les 5% pour mobiliser? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr que ça soit un
discours qui porte beaucoup, la dramatisation de dire, vous vous rendez compte, si on n'atteint pas 5%, il n'y a plus de députés écologistes, etc., parce que les considérations qui amènent à voter sont beaucoup plus sur des questions à la fois de grands enjeux. Du côté de l'électorat de la gauche, il y a quand même l'idée de faire un bon score. On l'avait vu en faveur de Jean-Luc Mélenchon 2 fois à la présidentielle, où il bénéficie en bout de course d'un vote utile très important en sa faveur. C'est peut-être ce qui va arriver à Raphaël Glucksmann, la candidate de l'écologie de ce point de vue-là, et je comprends qu'il faut qu'elle mette toutes ses forces dans la bataille pour la dernière ligne droite, parce que si elle est en dessous de 5%, c'est une catastrophe pour les écologistes qui ont déjà été à moins de 5% à la présidentielle. Nous, on suit, grâce à des enquêtes par panel, on interroge les mêmes personnes à plusieurs fois dans le temps. On avait repéré quand même qu'entre 2019 et 2022, il y avait une déperdition très importante du vote Jadot des européennes de 2019, qui s'était pas mal répartie sur du Macron 2022 ou du Mélenchon 2022. Donc ça date pas de cette campagne des européennes qu'il y ait un souci pour les écologistes d'arriver à conserver ce capital qu'ils avaient eu avec Yannick Jadot en 2019. Il n'y a pas de souffle écologiste dans cette campagne des européennes, Jean-Sébastien Ferjou. On peut même dire qu'il y avait un vent contraire avec le mouvement lancé par les agriculteurs en France et ailleurs en Europe contre le Green Deal, le pacte vert, la dimension agricole de ce pacte vert et les critiques émises sur à la fois un virage jugé par certains trop violent ou trop rapide, virage environnemental, et puis les normes européennes en la matière. Oui, ce n'est pas seulement en France. Quand vous regardez en Allemagne, les Verts, qui étaient un parti très puissant en Allemagne, sont en plein effondrement. Et je pense que la prétention à incarner l'écologie, qui est très très largement abusive, elle a tout simplement vacillé. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une branche de la gauche radicale ou une branche de l'extrême gauche qui est avant toute autre considération anticapitaliste, plus qu'elle n'est véritablement engagée sur les sujets environnementaux, et en plus dont les décisions ou dont la pensée a pu produire des effets qui allaient à l'encontre finalement des objectifs proclamés sur le climat notamment. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Marie Toussaint avait toutes les peines du monde à répondre hier lors du débat sur justement ce qui s'est passé en Allemagne. La sortie du nucléaire a fait exploser les émissions de charbon de l'Allemagne. Vous citiez la crise agricole, on l'a vu là encore, ça a produit des résultats qui vont à l'encontre du discours que tiennent les écologistes eux-mêmes sur une agriculture, sur la capacité de subsistance des agriculteurs. Donc je pense que ce modèle-là, qui a beaucoup reposé sur une forme d'intimidation idéologique, de dire nous sommes le monopole de l'environnement, c'est très fragilisé, et pas seulement en France, on le voit partout en Europe, on l'avait vu aux Pays-Bas, on le voit en Allemagne. Ouais, je termine avec un dernier élément, un dernier enseignement du baromètre. Question intéressante sur les têtes de liste. Parmi les différentes personnalités politiques suivantes, laquelle soutenez-vous ? On a fait le classement des têtes de liste, sans surprise, Jordan Bardella arrive largement en tête avec un 36% de oui, 40% de non. Puis alors ensuite, c'est assez étonnant. Marion Maréchal, qui est à 27% de oui, Raphaël Glucksmann à 20%, Manon Aubry à 17%, François-Xavier Bellamy à 16%, Valérie Ayé seulement à 12% de oui et 39% de non, avec beaucoup d'indifférence aussi. Et Marie Toussaint, on était sur la tête de liste écologiste, oui à 11%, non à 35%. Comment vous analysez ce résultat ? Ce très mauvais, il faut le dire, résultat de Valérie Ayé notamment. Déficit d'incarnation évident. C'est-à-dire que, voilà, on parlait de Marie Toussaint à l'instant, finalement, Valérie Ayé a à peu près autant de personnes, à peu près la moitié des Français, qui sont indifférents à son égard ou qui ne la connaissent pas. Donc déjà, tout le monde, enfin, pardon de vous interrompre, assez majoritairement, avant la campagne, on disait, on louait son bilan de députée européenne. C'est-à-dire que ça ne peut pas suffire à remporter une campagne électorale sur les européennes. C'est une évidence, mais ça veut dire quoi ? Elle va retourner à l'anonymat de Strasbourg et de Bruxelles après cette campagne ? Bon, je ne veux pas commencer à ça, c'est le débat du 10 juin. Mais effectivement, avoir la moitié des gens qui ne vous connaissent pas et au fur et à mesure de la campagne, être de plus en plus rejeté. Alors, je veux bien qu'on remette les résultats à l'antenne parce que je les cherche en même temps. Oui, on va les revoir. Donc, 47% d'indifférence, 39% de non-soutien, 12% de soutien pour Valérie. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, avoir autant de rejets, 39%, et seulement 12% d'adhésion, c'est très très faible
pour une candidate qui est censée représenter la majorité pour cette élection. Comparé à Jordan Bardella à 36%, et qui, en plus, quand on fait le solde des deux, finalement, il arrive à quelque chose d'assez équilibré. Il y a plus de gens qui n'aiment pas Jordan Bardella qui l'apprécient. En revanche, Valérie Ayé, c'est vraiment absolument spectaculaire. 39% qui la rejettent, 12% qui l'apprécient seulement. Et on voit, vous voyez, dans ce tableau qu'elle arrive finalement très très bas et qu'il n'y a pas eu d'effet Valérie Ayé qui aurait pu aider un peu cette candidature. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Notez que l'analyse des résultats de ce baromètre de mai est à retrouver sur notre plateforme publicsénat.fr.